Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous avoir une nouvelle fois dans le cadre de la Grande Tribune. La Grande Tribune, cette espèce de décryptage et d'analyse d'une parue en Afrique ce jour et nous avons une bonne brochette pour vous permettre d'avoir, je voudrais dire, la totalité de l'actualité africaine, surtout pour vous permettre d'avoir le pouvoir. Et pour ce pouvoir, bel et bien, Pierre Claver Nkodo est sur ce plateau pour vous en donner. Bonjour Pierre Claver Nkodo. Bonjour Raoul et un grand bonjour aux milliers de téléspectateurs de la chaîne panafricaine Afrique Média qui nous suivent et qui prennent chaque jour rendez-vous avec nous dans le monde et au-delà. Vous êtes le directeur de la publication du magazine Horizon Nouveau. On prend une légère transition, nous venons tout de suite pour la première une. Apparemment, nous n'allons pas parler de transition aujourd'hui, allons-y. On prend immédiatement la première une en kiosque depuis. Ok, la réalisation me fait signe qu'on peut prendre une légère transition, on y revient pour la première une. Merci donc à nos amis de la réalisation. Prenons donc la première une. Nous la prenons au Tchad, notamment avec Tchad Info en kiosque également depuis quelques heures seulement. Que dit donc cette une? Tchad Déby propose donc la tenue d'un forum national inclusif tous les 2 ans. Tchad Info précise que le président tchadien l'a proposé lors de son discours de clôture du forum national inclusif qui a permis de dégager des recommandations fermes sur la forme de l'État. À l'image donc de la conférence nationale souveraine, le forum national inclusif, il faut le dire, inclusif sur les réformes institutionnelles aura marqué l'histoire du Tchad. Pierre Claver Nkodo, à l'image d'une conférence nationale souveraine, il faut le dire, parce que presque toutes les couches socio-économico-politiques du Tchad ont assisté à ce forum qui a définitivement fait tomber ses rideaux il y a actuellement quelques heures. Alors, Pierre Claver Nkodo, finalement, une initiative comme celle-là, que faire des recommandations qui en sortent? Oui Raoul, déjà il faut saluer cette initiative du président Idriss Déby du Tchad et je crois sincèrement que c'est un monsieur qui fait beaucoup bouger son pays de ce côté-là à travers des initiatives positives comme ce forum. Maintenant, l'intérêt pour l'Afrique de voir ce genre de forum se tenir, c'est d'amener donc, d'aider les Africains à s'approprier les leviers de décision des problèmes qui les préoccupent. Parce que tu le disais tantôt, ce forum se tiendra désormais tous les 2 ans. Ça signifie que ce sera un très grand rendez-vous national qui permettra aux uns aux autres d'évaluer le chemin parcouru et surtout d'apprécier la mise en œuvre des résolutions prises et d'apporter les corrections à celles qui n'ont pas pu être réalisées, apportant un satisfait. Je crois qu'il faudrait que les autres pays essayent de se pencher, même pas essayent, que les autres pays prennent du recul et essayent de s'inspirer de ce qui se passe au Tchad. C'est une grosse révolution culturelle qui est en train de se passer au Tchad, et dans la mesure où celle-ci n'intègre pas seulement une classe de la société, elle intègre toutes les couches sociales de la société. Donc c'est une initiative extrêmement louable pour l'avenir de Alors, on ce parle pays. de peu plus de 14 recommandations sur la forme de l'État. Il y a bien d'autres recommandations qui sont arrivées, notamment dans la gouvernance et bien d'autres. Alors, est-ce que de là, vous y voyez vraisemblablement que le président Idriss Déby va mettre ces recommandations, comment dire, en application? Il a le devoir de les mettre en application puisque c'est lui qui a convoqué le forum, c'est une initiative. Je crois cette initiative vise d'ailleurs à associer le peuple dans la gestion du pouvoir au quotidien. Ce qui signifie que ces recommandations ne sont pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de tous ceux qui ont participé, de tous ces ateliers qui ont eu lieu durant le forum, et il va de soi que ce sera d'ailleurs son challenge principal que de les mettre en œuvre durant les 2 années à venir, puisqu'il sera évalué exactement dans 2 ans également. Tout à fait. D'ailleurs, le président propose que chaque 2 années, que le Tchad en fasse autant, une histoire de remettre peut-être en cause les politiques et de trouver les meilleures formules pour que le pays puisse décoller définitivement. On sait que ce pays ne se porte pas assez bien, comme autant des pays africains qui sont frappés par une crise économique qui malheureusement dérange les institutions aussi. Et le Tchad semble donc trouver des solutions pour pouvoir se battre, sortir un peu la tête
de l'eau. On sort de cette une, on n'en dira pas plus. Là, on a longtemps épilogué sur les différents programmes de Grande Tribune, notamment sur ce forum inclusif. Alors, en République démocratique du Congo, là-bas, c'est alors la meilleure. Que nous dit d'ailleurs cette une? La MONUSCO prolonge son mandat d'1 an en République démocratique du Congo. La prospérité qui relaie l'information apprend que la force onusienne va s'imprégner des contours électoraux. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont adopté la résolution à l'unanimité, il faut le dire, une décision qui va à l'encontre même des pouvoirs publics en République démocratique du Congo, qui, eux, souhaitaient plutôt le départ progressif des casques bleus sur leur territoire. Pierre Claver Kodo, que recherchent finalement les casques bleus en République démocratique du Congo? On sait qu'une élection est projetée le 23, et du coup, on vous dit que l'ONU devrait aider à la préparation de ces élections, ces casques bleus. L'ONU, je crois que l'ONU s'affirme de plus en plus comme une organisation terroriste envers les États africains, parce qu'il est hors de question qu'un pays ne vous veuille plus chez lui, mais que vous insistez y rester. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça signifie que c'est vous qui entraînez même les bandes armées, les mouvements, les bandes armées qui écument, par exemple, à l'est de la RDC, dans la zone du Kivu et partout là, et partout il y a des ressources minières importantes de ce côté-là. Ils sont plus de 16 000 casques bleus, il faut le dire. Voilà. Et puis la meilleure, c'est que dans cette affaire, c'est que ces gens sont payés. Ce qu'on ne dit pas, ces gens sont pris en compte par les États, par les pays où ils sont supposés être en mission. En fait, c'est le pays qui supporte les charges de fonctionnement de ces bandes armées qui arrivent là sous le couvert des Nations Unies, non pas pour installer la paix, mais plutôt pour entraîner le chaos. Je crois que l'ONU ne devrait pas trop insister sur cet aspect, parce que depuis que l'ONU, la MONUSCO est en RDC, il n'y a rien à changer. Rien n'a changé. Tout au contraire, les actions se produisent tous les jours. Et puis on a même l'impression que certains membres de la MONUSCO se retrouvent mêlés dans des trafics divers et même dans des assassinats divers. Et ce qui nous surprend, même Pierre Claver Kodo, on est surpris quand même qu'un État qui vous demande de partir de son territoire, vous décidez plutôt de prolonger encore votre séjour là-bas, parce qu'ils ont des armes, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir pour nuire à la République démocratique du Congo. Mais le fait que ces gens-là aient à cœur de contrôler ces élections qui auront lieu vraisemblablement le 23 décembre, si jamais, là encore, il y a d'autres sources qui nous disent qu'il y a de fortes chances que l'élection soit encore prolongée. Mais est-ce que l'ONU a l'obligation d'attendre ces élections? D'autant plus que je ne pense pas que l'ONU devrait gérer les élections en République démocratique du Congo. Je crois, Raoul, qu'en Afrique, il faudrait qu'on évite même déjà que l'ONU mette pied dans nos pays lorsqu'il y a des troubles. C'est pour ça qu'il faudrait que nos peuples, nos dirigeants politiques soient des gens assez responsables pour éviter qu'une démission de l'ONU soit affectée dans nos pays. Parce que quand ces gens-là arrivent, ils ne rentrent jamais. Et puis, vous savez, les crises créent des emplois au niveau de l'ONU. Les crises créent des flux financiers. Les crises créent un business que vous n'imaginez pas. Les crises en Afrique alimentent les caisses de l'ONU. Tout à fait. Alors, c'est des ventes d'armes, voilà. C'est des raquettages, des mines de diamants et tout. Le vol, même le pillage. Ils pillent les mines, de l'or, voilà. Tout là-bas en République démocratique. Voilà. On comprend pourquoi ces forces ne veulent pas rentrer. Elles ne veulent pas rentrer parce que justement, elles doivent continuer à piller. Parce que et puis en groupe, en bande organisée et individuellement. On va vous dire que c'est au nom de la démocratie. Le président Kabila n'est pas un démocrate, c'est un dictateur. Il ne veut pas partir au pouvoir. C'est monté, c'est descendu, voilà le langage là-bas. Il me souvient d'ailleurs la semaine dernière sur ce plateau, toujours qu'on a évoqué la déclaration du gouvernement congolais qui rappelait qu'il n'avait pas besoin d'un financement extérieur. Il prenait sur eux, et le Congo prenait sur lui de financer les élections. Vous Alors, imaginez que des gens... On vous dit, on ne veut même pas de votre argent. Les gens s'amusent à organiser, on appelle ça une conférence donateur, je crois. Voilà. Et se sont amusés à organiser une conférence donateur. Alors que le gouvernement n'en a pas de écoutez, nous avons suffisamment, nous pouvons nous-mêmes lever des ressources pour organiser cette élection. Mais jusque-là, il y a anguille sous roche. C'est quand même terrible. De toute manière, la République démocratique du Congo a dit qu'elle ne se rendra pas là-bas tant que les positions des différents membres de cette ONU-là ne changent pas, notamment cette communauté internationale. Comme aime si bien dire un panéliste sur ce plateau, la communauté internationale autoproclamée,
tant qu'elle ne changera pas sa vision de choses dans la République démocratique du Congo, alors ça sera désormais la guerre. Nous sortons de la RDC, allons-y avec le Cameroun maintenant. Nous convoquons la première une camerounaise, c'est le quotidien national gouvernemental. Le quotidien La Rue de l'Aéroport qui est en kiosque ce matin. Marie-Claire Nana, je crois qu'elle nous suit en ce moment. Elle est la directrice générale de Cameroun Tribune. Allons-y donc avec Cameroun Tribune. Paix et sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, une affaire de tous. Titre alors, c'était ce matin. Le journal rappelle que depuis le 15 mars dernier, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, porteur d'un message de paix de Paul Biya, sillonne le nord-ouest et le sud-ouest en vue de faire comprendre à tous les acteurs sociaux, politico-économiques la nécessité de s'impliquer dans le processus de retour à la normale. Je crois que Paul Atangandji serait en ce moment dans le sud-ouest. Pierre Claver Kodo. Depuis hier, je pense aussi que depuis hier, il séjourne pour les mêmes raisons. Bon, vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'en Afrique, tous les différends se règlent sous l'arbre à palabres. Et il s'agit simplement d'avoir le courage politique ou alors que les deux parties en présence prennent sur elles de trouver des solutions aux problèmes qui les divisent. Maintenant, voir le ministre Paul Atangandji prendre son bâton de pèlerin pour se rendre de ce côté-là, je crois que c'est une initiative également à saluer, dans la mesure où il tend la main, il me semble qu'il tend la main. Alors, il tend la main maintenant, là, qui est donc l'interlocuteur, Pierre Claver Kodo? C'est un peu là la question que nous posons très souvent. Oui. Qui est l'interlocuteur? Est-ce les chefs traditionnels qui, plus ou moins, se disent ne pas être impliqués dans cette guerre? Est-ce les jeunes sécessionnistes même, où sont-ils? Est-ce qu'ils se déclarent, nous voici ici, venez négocier? L'interlocuteur, c'est qui? Ce n'est pas là la difficulté de la chose. C'est ça l'une des principales difficultés de la chose, évidemment, Raoul. Mais il faudrait bien qu'on parvienne à trouver des gens représentatifs avec qui on peut discuter. Parce que même ces gens qui restent dans le bush, dans le maquis, ils ont certainement des interfaces en ville. Ils sont en contact avec certaines personnes avec qui ils fonctionnent. Parce que la complexité de la question aujourd'hui, de la crise anglophone aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas en face de nous une force armée rebelle. On a en face de nous des groupuscules de coupeurs de route, tout à fait, des bandits de voyous, des bandits, des agresseurs et tout, des affamés qui font des petits groupes. Or, dans le fond, il y a peut-être eu des gens qui croyaient à la cause politique de cette crise, mais il y en a aujourd'hui qui se sont greffés dessus pour des intérêts personnels inavoués. On n'en dira pas plus également sur cette une des Cameroun Tribune. Allons-y avec Info Matin aussi en kiosque ce jour. Info Matin que nous convoquons avec la complicité de la réalisation. Succession de Paul Biya, on en parle encore aujourd'hui. Jeune Afrique et le cabinet noir de Yaoundé. Info Matin précise que depuis la capitale camerounaise, une officine occulte à travers les dauphins suscite d'ailleurs des écrits destinés à faire imploser le régime de M. Biya. Alors, Pierre Claver Kodo, pourquoi la succession de Paul Biya semble être un problème? Ne va-t-il pas être un jour, ne va-t-il pas un jour se faire succéder? Pourquoi sa succession pose tellement un problème tant au parti au pouvoir que ceux de l'autre côté? Moi, je crois que le Cameroun, c'est un pays démocratique. Il faudrait que cette question de Dauphinat est l'une des questions sur lesquelles, qui n'est pas déjà démocratique, parce que là, c'est de la dictature. Et je pense qu'il faudrait laisser le jeu démocratique s'exercer au Cameroun pour qu'on arrête d'enfermer l'opinion sur les histoires de Dauphinat. Le Jeune Afrique s'en est offert à 3 reprises, est revenu à désigner un dauphin. Et c'est un peu pour semer la confusion, même au sein de l'appareil. Et maintenant, vous avez 3 visages quand même. Et maintenant, vous avez 3 visages, et c'est toujours Jeune Afrique. Et ce sont des très proches collaborateurs du chef d'État. Ils sont de très proches collaborateurs du chef d'État qui bénéficient d'un crédit de confiance vis-à-vis de lui. Et là, je crois que le Jeune Afrique veut simplement semer le trouble au sein de la cohésion, ou alors au sein de l'harmonie de l'appareil dirigeant. Et si Jeune Afrique avait vu clair, parce qu'il faut déjà y penser, le chef d'État a 85 ans, peut-être s'il prend un autre mandat ou un autre, dans tous les cas, un jour, il ne sera plus là. Il faut quand même déjà penser à cette succession, pourquoi le débat devrait être tabou. Il faut y aller. Pourquoi ça devrait être un tabou dans cette affaire? Oui, Raoul, il faut y aller. Il faut y aller, comme toujours, il faut y aller, mais il y a des débats sur lesquels il faut y aller avec beaucoup de recul, surtout quand il vient de Jeune Afrique.
De toute manière, nous constatons qu'il y a 3 visages. Nous convoquons la même une, hein, la une sur le plateau, merci. Vous avez là Laurent Aïsso, vous avez le ministre René Emmanuel Sadi, et vous avez le ministre Louis-Paul Motazé, qui a été promu, je crois, aux finances. C'est lui qui va garder l'argent du Cameroun maintenant. Et vous avez Louis-Paul Motazé qui part... vous avez plutôt René Emmanuel Sadi qui est parti de l'administration territoriale et de la décentralisation pour la présidence de la République, je crois bien. Et vous avez là le ministre Laurent Aïsso qui a gardé son portefeuille. Je crois qu'il est ministre de la Justice. D'accord. Garde des Sceaux. Garde des Sceaux, qui semble donc être des proches collaborateurs du chef d'État. Et ce n'est pas mauvais qu'on parle de la situation du chef d'État. Peut-être que de la manière, comme vous avez justifié tout à l'heure, peut-être que la manière pose un problème, mais il faut que le débat soit placé. Tout à fait. Alors, nous sortons de là. Allons-y avec le jour. Le jour en kiosque également cette semaine. Opération Épervier, on y est déjà. Le cas de l'université de Douala. C'est du moins, c'est d'ailleurs avec l'arrestation de l'ex-recteur de cette université, Bruno Bekolo. Eh bien, pourquoi le cas de l'université de Douala a fait tache d'huile? Pierre Claver. Il y a des faits assez flagrants. Par exemple, une facture d'achat de papier hygiénique de 42 millions, alors que les élèves et les étudiants étaient en grève. Alors là, je crois que vous n'êtes pas en train de vous amuser là. Non, je ne m'amuse pas, c'est un fait réel. Le recteur actuellement mis aux arrêts avait bien acheté des papiers hygiéniques. Vous parlez des Bruno et des Bekolo. Oui, avait justifié une dépense de 42 millions pour acheter du papier hygiénique. Pendant ce temps, l'argent qu'il avait reçu était plutôt destiné à ramener l'ordre au sein du campus, à contenter les étudiants, à satisfaire leurs revendications. Et lui, c'est donné du plaisir à aller chercher une facture de 42 millions de francs CFA, soit disant que c'était un achat de papier hygiénique, bon, qu'il a peut-être utilisé. Alors c'était pour essuyer les larmes des étudiants en pleurs. Voilà, je ne sais pas très bien quoi ça se fait. Et là, l'université de Douala d'ailleurs a été l'une des institutions pourvoyeuses de l'actuelle opération IPE, parce qu'il y a également l'ancien directeur de l'UIT. Ces gens-là, oui, le directeur de l'UIT, oui, lui aussi. De Douala qui entre-temps est passé par le secrétariat d'État aux travaux et qui vient d'être tout à fait, vient d'être pris aux arts. Que l'université de Yaoundé pose quand même un problème au niveau de la gouvernance et que les gens qui y passent sont davantage tentés de poser des actes. Et on est surpris que ceux-là, ils partent d'un poste pour un autre. Et quand ils arrivent au niveau des ministères, c'est là où ils sont couronnés alors. Et ils sont immédiatement pris pour jeter dans les géoles. C'est une stratégie, ça? Ils sont rattrapés par leurs actes. Vous savez, ils sont rattrapés par leurs actes et puis les actes qu'ils ont posés ont eu des effets négatifs sur le fonctionnement même des institutions dans lesquelles où ils occupaient des postes de responsabilité. Il faut bien qu'ils soient rattrapés, que quelqu'un rende compte. Le chef d'État disait qu'ils ils vont rendre gauche. Les voyous. Il a dit les voleurs au col blanc, rendront gauche. Entre-temps, ces voleurs applaudissaient. Il y a assez longtemps. Et il faut voir, hein, ces voleurs-là, ils applaudissaient plus fort même que ceux qui n'avaient rien à faire avec ces histoires de détournement. De toute manière, Pierre Claver Kodo, 42 millions pour le papier hygiénique, vraiment de Dieu. Il faut le faire. Il n'avait pas trouvé mieux pour justifier que les papiers hygiéniques. Je crois que ces gens-là, c'est le délire qui pousse ces gens-là à poser des actes pareils. Parce que je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un peut acheter du papier hygiénique, peut faire dresser une facture de 42 millions rien que pour du papier hygiénique. L'université qui n'est même pas destinée aux étudiants. N'a pas un internat. Je ne sais pas, je crois que il fallait bien, le crime n'est jamais parfait, il fallait bien qu'il puisse... Allez à l'université de Douala, je mets quiconque à défi, à entrer dans le bureau du recteur, vous n'allez pas voir un papier hygiénique là-bas. Voilà. Donc, les papiers hygiéniques que ce monsieur a acheté, je ne sais pas là où les amis, peut-être que c'était pour son village, et il a envoyé ça là-bas dans son village, et des villageois en ont utilisé. De toute manière, il est rattrapé par ces frasques. Vous n'allez pas tromper le Cameroun pendant longtemps. Le quotidien de l'économie est aussi en course depuis quelques heures. Que dit donc cette une de le quotidien de l'économie? Inflation des produits frélatés sur le marché. C'est l'alerte que donne le quotidien de l'économie qui nous révèle d'ailleurs qu'entre janvier et mars 2018, la brigade de répression des fraudes du ministère du Commerce et les services douaniers ont saisi d'importantes cargaisons d'huile végétale, de lait, de boissons et médicaments et autres denrées quasiment déjà hors circuit. Pierre Claver Kodo, c'est dit que nous prenons du n'importe quoi là-dehors. Là, c'est parce que c'est à la faveur des accords APE
que nous allons nous transformer en poubelle, en dépotoir. Parce que vous savez, en Europe, les normes sont un peu plus rigoureuses et chez nous, ce n'est pas encore le cas. Nous ne sommes pas au même niveau, au niveau du respect des normes. Je vois là des jambons, je vois des laits, je vois de l'huile. Si on peut voir cette une-là Oui. en rue de passe. On voit Voilà. du lait, on voit du beurre, de la margarine, on voit des jambons. Vous imaginez? Des choses extrêmement dangereuses. Des choses extrêmement dangereuses. Soit c'est des mauvaises productions, des productions déclassées dans les usines occidentales qu'on déverse en Afrique, soit c'est des produits déjà périmés qu'on recycle en changeant simplement des dates et qu'on reverse Tout en à Afrique. fait. Bon, de toutes les façons, Raoul, je ne suis pas un très grand consommateur des produits importés. Parce que Je crois qu'il y a quelques semaines, il y a un journal qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il y a même eu un lait. Tout à fait, qui était prié d'être sorti du marché, qui revient encore là. Et là, ça dure comme ça depuis le début de cette année. Tout à fait, je crois que c'était l'anecdote qui nous tirait la sonnette d'alarme. Tous ces produits, paradoxalement, sont d'origine française. Malheureusement, c'est ça le cas et nous pouvons le constater comme ça. Et Pierre-Claver Nkodo, est-ce qu'on ne peut pas voir quelques fonctionnaires véreux derrière ces genres de manœuvres, ceux qui veulent travailler pour leur propre sort et non pour le sort des Camerounais? On sait que pour avoir des produits de ces genres dans des supermarchés, c'est parfois avec la complicité de quelques responsables du ministère du Commerce même. Je crois qu'il faudrait faire très attention à ces niveaux parce que vous savez, c'est des produits qui arrivent par conteneur, et qui font l'objet d'une déclaration. Mais est-ce que ces gens, avec la corruption ambiante qui règne dans notre pays, déclarent effectivement les produits? On se demande comment ces produits sortent du port. Parce que dernièrement, on a saisi près de 2 tonnes de cocaïne dans un conteneur, s'il te plaît. 2 tonnes de cocaïne, ça fait beaucoup de milliards de francs CFA. Tout à fait. Pourtant, ce n'est pas le cocaïne qui a été déclaré. Bon, ça peut toujours rentrer par des réseaux parallèles. Moi, avec nos frontières tout à fait poreuses, donc il y a de fortes raisons que... Les fonctionnaires, naturellement, peuvent se retrouver impliqués, mais il y a les fonctionnaires, les hommes d'affaires qui, justement, importent ces produits, et même les multinationales, parce que ne regardez pas seulement les débrouillards qui font le trafic transfrontalier entre le Nigeria et le Cameroun, ou entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Il y a même des multinationales qui sont impliquées parce qu'elles ont des surfaces financières qui leur permettent de corrompre tout le circuit d'importation. Effectivement. Alors, nous allons sortir de là. Allons-y avec Mutation. Ankios également. Mutation nous parle ce matin de la querelle entre enseignants dans les universités d'État, plus précisément. Et le journal dit que l'université est dans la rue. Alors, selon le professeur Hubert Monondiana, repris par Mutation, le phénomène tend à se banaliser. C'est devenu déjà monnaie courante. Des enseignants, des agrégés, des grands enseignants d'université se livrent parfois à des querelles tout à fait imaginaires et qui suscitent parfois la curiosité des étudiants qui se demandent comment les intellectuels peuvent se livrer à de telles bagarres. On en a encore vu avec le professeur Magloire Ondoa et son recteur, je crois, Minkwaché, le recteur de l'université de Soie, leur parlant d'une licence, d'un doctorat professionnel. Voilà, vous en souvenez. Alors, qu'est-ce qui peut susciter ce genre de comportement au sein d'une université, un lieu dit du savoir? Moi, je pense que c'est simplement la conséquence des égos. Les égos, il y en a parmi nos intellectuels qui tiennent tellement à leur ego qu'ils sont prêts à flatter ceci par n'importe quel moyen. Parce que vous voyez, par exemple, le cas que vous venez d'évoquer, s'agissant de la querelle du recteur avec son... le professeur Minkwaché et Magloire Ondoa, le professeur Magloire Ondoa. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Simplement parce que certainement l'un a voulu imposer à l'autre et l'autre a estimé que non, c'est pas du tout ça. C'est une question d'ego. Et que juridiquement même, ce n'était pas faisable. Voilà, c'est une question d'ego. Donc il y a un qui a un ego surdimensionné qui veut faire croire à l'autre que c'est lui le boss, ou bien alors lui il est plus capé que lui et pense que ce qu'il dit c'est ça qui doit se faire. Et puis on se retrouve dans ce genre de querelle et là c'est au détriment des étudiants qui en fait devraient faire de leurs enseignants des modèles et non des chiffonniers. De toute manière, on regrette que cela soit, que les universités soient devenues aujourd'hui des temples, des rings de boxe, des temples d'injures et tout ce on peut constater, Pierre-Claver Nkodo,
l'université de Yaoundé 2 n'est pas loin que des cas qu'on vit chaque jour à l'université de Douala, à l'université de Yaoundé 1, à l'université de Boya, à l'université de Ngaoundéré, à l'université de Tchang. La situation s'embrase déjà totalement. Est-ce que, comme ils sont tous professeurs, agrégés, il n'y a pas là comme une espèce de complexe qui peut s'inviter dans la relation qu'il peut avoir entre eux, ces enseignants? C'est pour ça qu'il parlait des questions d'ego. Ils sont tous professeurs agréés. Mais au sein même de ces professeurs, il y a des primautés. Il y en a qui vous diront que non, écoutez, vous êtes issu de quelle université? C'est l'université de Yaoundé, tu diras que non, c'est une sous-université. Si c'est la Sorbonne, tu diras que non, la Sorbonne, c'est un gars. C'est alors Howard, tu diras que non, moi je suis le super professeur. Tout à fait. Vous voyez, il y a donc tout ça dont il faut tenir compte. Et c'est un phénomène qui ne peut pas facilement être jugulé. Parce que ça fait partie des relations interhumaines. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y a un enseignant qui avait dit, d'ailleurs, ce titre de lecteur, si on faisait un concours pour être lecteur, il serait déjà recteur là-bas. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de concours. Et puis, qu'avec Kodo, vraiment, permettez-moi de lire, parce que c'est quand même amusant, ces choses-là. Bien sûr. Et surtout, c'est pertinent ce qu'il dit. Il vous dit que s'il y avait un concours pour être lecteur, il serait déjà là depuis. Donc, il fait confiance à son savoir. Il s'est fait confiance à son savoir. Ils sont nombreux qui pensent ainsi alors et estiment que le recteur n'est pas aussi... n'est pas aussi huppé, il s'appelle comme eux. Il n'a peut-être pas le grade qu'ils ont. Quand le recteur est au courant, il cherche à moins de l'heure. C'est évident. Oui. Alors, allons-y avec l'essentiel. Aussi en kiosque ce matin. La une de l'essentiel, fuite d'Atanganakuna. On revient encore, hein. Ce Tatanganakuna qui défrait la chronique depuis quelque temps, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, qui a d'ailleurs été directeur général de la Camwater et qui, malheureusement pour lui, a pris la foudre d'escampette. Il s'est retrouvé quelque part au Nigeria. Il a été rattrapé dans sa course et il est aujourd'hui quelque part en train de pleurer son sort dans une prison là-bas à Yaoundé. On appelle ça la prison centrale de Koningui. Alors, que dit donc la une de l'essentiel? Balgangele et Eko hors de cause. Que dit donc ce journal? Ils avaient été accusés à tort d'avoir organisé la fuite de l'ancien ministre. Ainsi, nos confrères nous apprennent que l'arrestation des complices du fugitif, l'aide des douanes, ce sont finalement des gendarmes corrompus qui ont exfiltré Don Basilio. Il a même déjà un nom, hein? Don Basilio. Ça, je suis en train de découvrir cet autre nom, Pierre Claver Kodo. Finalement, Balgangele et Eko sortent finalement d'affaires. Oui, il a fallu qu'il soit rattrapé pour que la lumière soit faite sur ce cas qui a quand même défrayé la chronique et qui a été digne d'une histoire, je sais pas, d'une histoire d'un Lucky Luke des tropiques. Parce que voir un ministre s'enfuir parce qu'après, alors qu'il est sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire, on pouvait naturellement penser à des comme ça au niveau du délégué général à la sécurité nationale et du directeur général des recherches extérieures. Or, il se trouve qu'il y a plus, c'est plutôt un prêtre qui a été à la base de la manœuvre. C'est un prêtre. D'après vos informations? Non, des informations officielles. Il a même été mis aux arrêts, mais la chef de Yaoundé a dû payer une caution pour qu'il soit libéré. C'est le prêtre, le curé de la paroisse de Mokolo à Yaoundé. Vous voyez donc ce que les prêtres la font. Voilà. Ils sont là le dimanche, ils nous montrent les croix de Dieu et ils font des choses derrière. Selon des sources, c'est lui qui a participé à la construction du réseau de fuite dans lequel on retrouve quand même des commissaires de police, on retrouve des hommes en tenue et c'est lui qui a conduit la voiture jusqu'au nord. Donc ils ne sont pas sortis du Cameroun par le nord, le sud-ouest. Par le nord-ouest ou le sud-ouest. Ils sont sortis par le Grand Nord. Par le Grand Nord. Donc ils sont passés par Garoua et puis ils ont foncé quelque part. Vous imaginez donc que si il n'aurait pas été rattrapé de justesse au Nigeria. Ou bien si ce téléphone n'avait pas sonné. Si ce téléphone n'aurait pas sonné et si on n'aurait pas une collaboration entre les services spéciaux équato-guinéens, nigériens et camerounais, on ne l'aurait jamais pris et aujourd'hui on jouerait les deux. On serait dans les cas d'Abbas Azam qui semble déjà quelque part là-bas au Canada. Ils sont oubliés même déjà au Cameroun. On parle aussi d'un ex-ministre des Finances qui ne veut plus rentrer dans son pays. Vous avez les nouvelles de Simi Migné? Pierre Claver Kodo, c'était votre ami.
Et si mes miniers, et ça, Vous avez les nouvelles de Simi Meignet? et si mes miniers il vit aux États-Unis, je crois Voilà. il bénéficie de la double nationalité Ok. pour ne pas rentrer. Comme tout d'ailleurs, tous les membres de notre gouvernement Voilà. sont des trinationaux. Donc vous voyez que Basile Atanakuna voulait faire comme eux, Mais mal en a malheureusement. pris. Mais est-ce que vous retrouvez quelqu'un qu'on retrouve quand même parmi 200 millions d'habitants? Vous ne trouvez pas que c'est une poisse totale, avec Kodo? Le Nigeria, si vaste, si costaud, on trouve un individu dans ce lot, mais c'est dit que vraiment, Dieu même avait déjà conclu qu'on devait l'arrêter. Là, Raoul, vous évoquez là un problème qui me fait revenir sur les conséquences des actes que nous posons Tout à fait. au quotidien. Il vous souvient que ce monsieur a quand même humilié celui-là que le département de la Moufia-Kon considère comme étant Son le bastion. patriarche. Tout à fait. Son bastion, et comme ayant été le patriarche de toutes les litres du département, il s'agit de regretter. Tout à fait. De regretter au bout Tout à fait, tout à fait. Et il a enchaîné également avec un évêque à qui le Monseigneur a offert une voiture et il a arraché cette voiture sous prétexte que la voiture avait été détournée des biens de l'ex-SNEC, du patrimoine de l'ex-SNEC. Donc il a aligné tellement de choses au point où même Dieu ne devait pas accepter que cette injustice-là ne soit pas Et réparée. curieusement, c'est encore un prêtre qui a voulu qu'il Vous savez, les prêtres, ce qui intéresse les prêtres aujourd'hui, je suis désolé, peut-être qu'il y en a qui ne correspondent pas à cette caricature, mais je crois que ce qui intéresse les prêtres, comme la plupart des êtres humains, c'est l'argent. Malheureusement, c'est pour ça qu'on les retrouve dans les réseaux mafieux, Voilà. Dans des choses compliquées. On parle les de trouve 50, même déjà on parle de assassinés et 50 tués, millions. jetés On dans parle l'eau. de Et puis, de 50 millions encaissés pour organiser l'exfiltration. imaginez-vous un peu comment Peut-être ça que se c'est passe. plus. De toute manière, Dieu vous voit. Comme on dit souvent. Quelqu'un avait Ah chanté en disant que Dieu vous voit. Les gens ont cru qu'ils étaient en train de s'amuser. Allons-y avec Baromètre, aussi en kiosque ce matin, depuis quelques heures. Que dit-on la une de Baromètre? Nous allons demander à l'organisation de nous donner cette une. Baromètre qui est également opération épervier. On continue toujours avec Baromètre. Faute commune, sanction sélective. Ça, c'est une terrible, ça. Vous avez les mêmes fautes, mais les sanctions, au niveau des sanctions, maintenant, on fait la sélection. Au fait, nous révèle à le Baromètre une nouvelle cuvée des indélicats est aux arrêts depuis le 20 mars 2018 dans le cadre de l'opération Épervier. Selon le journal dont les directeurs généraux semblent être désormais la cible privilégiée de cette entreprise de lutte contre la corruption. Alors, l'opinion est de plus en plus divisée quant au caractère juste et équitable de ces procès. Alors, est-ce qu'il y a une clairvoyance maintenant dans cette opération Épervier? On aurait cru à un moment donné qu'elle avait un peu faibli, mais on la revoit encore de toute force. Est-ce que c'est pour donner un signal? Quelle est l'alerte que le chef d'État est en train de donner? Je crois que l'alerte, comme tu parles d'alerte, que le chef d'État est en train de donner, c'est de nous rappeler, déjà rappeler à ses compatriotes que l'opération Épervier n'est pas... Ça fait 12 ans que l'Épervier vole, ça fait 12 ans que l'Épervier a fait ses premières victimes, et ça fait aussi pratiquement 12 ans que l'Épervier était en hibernation. Tout à fait. Et cette fois-ci, l'Épervier a repris ses activités et comme elle est restée 12 ans en hibernation, elle a très faim. Elle est prête à faire beaucoup de victimes parmi les prévaricateurs des caisses du Trésor public. Et c'est ce qu'on voit en quelques jours. Les jeux de conduite sont alimentés par de grosses, pas d'énormes proies. Et ce qui semble-t-il ne devrait pas s'arrêter. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il y aura un peu de justice dans cette opération Épervier? On a décrié le fait qu'elle était une opération à tête chercheuse à un moment donné. Il fallait arrêter tel parce qu'il avait déjà les ambitions d'être le président de la République. Il fallait déjà arrêter tel parce que si on ne l'arrête pas, il peut être nommé directeur général à votre place. Il fallait bloquer tel parce qu'il est sous-entendu être ministre de la République. Au fait, est-ce qu'il y a une clairvoyance dans cette opération? D'où d'ailleurs cette inquiétude d'une certaine opinion qui n'accorde plus du tout du crédit à cette opération. Vous y voyez que maintenant, cette nouvelle manière de faire peut tout au moins donner de l'espoir, susciter un certain espoir pour la bonne gouvernance du Cameroun? Personnellement, je suis de ceux qui croient que cette opération peut ramener la sérénité et la confiance, surtout des investisseurs internationaux et même au sein des populations.
Parce que nous sommes dans un contexte politique qui amène l'opinion, ou alors une certaine opinion, à interpréter des actes forts comme ceci, sous le prisme naturellement politicien. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je crois que l'opération EPV a le droit d'être et que l'opération EPV devrait se poursuivre pour que tout au moins ceux qui sont comptables des actes de prévarication puissent rendre gorge. Et là, le problème même aujourd'hui, à mon avis, ce n'est plus de rendre gorge. Il faudrait que les perviers participent à la récupération de tous ces fruits du vol. Tout à fait. Cet argent dispatché de part et d'autre, ou ces ces immeubles construits à partir du vol d'argent. Dans les réseaux sociaux, on faisait état de ce qu'il y a. Il y a l'une des victimes, donc le parc automobile conçu des normes de gros cylindrés, a été saisi par le TCS, c'était ce week-end. Et il faudrait qu'on saisisse tout ce qui leur appartient et qu'on saisisse leur compte et pour que l'État puisse reverser toutes ces richesses-là dans le trésor. Qu'on vende un peu ce matériel et qu'on envoie l'argent dans le trésor public, de toute manière, le pays en a vraiment besoin. Envoyer des gens en prison, vous êtes de ceux qui pensent qu'envoyer des gens en prison n'est pas une solution quand on les laisse encore avec les richesses. Cette insolente richesse d'ailleurs. Je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'envoyer les gens en prison alors qu'il y a il y a le fils de l'un des célèbres prisonniers qui répétait, qui a rappelé dans une boîte de nuit un jour que son papa était en prison. Et ce n'est pas l'agent de son papa qui est en prison. Ça suffit qu'on n'a pas saisi les comptes de son papa. Or, s'ils peuvent continuer à nous tenir ce genre de langage, ça suffit que l'opération EPV ne sert à rien. Il faudrait que l'opération EPV serve à quelque chose et elle ne peut servir à quelque chose. Cette opération ne peut servir à quelque chose que si elle peut nous faire récupérer, au trésor public tout en au moins une partie des sommes volées et des biens détournés. Alors, il faut remarquer, je vais vous livrer un petit secret. Prenez le temps un jour, allez-y à quelques kilomètres, à quelques mètres de la prison centrale de Konegi, aux environs de 16 heures. Vous restez là, vous restez cantonné dans un petit coin, vous allez voir ces gens-là défiler. Ils sortent de la prison pour aller prendre un peu de plaisir dans un hôtel qui n'est pas loin de là. Ils s'asseyent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils rentrent encore à une certaine heure là. Calmement dormir en prison comme si... finalement, on se demande bien, est-ce que c'est de l'amusement, c'est de la blague, ça, Pierre Claver Kodo, où on est en prison, on ne l'est pas, où on les libère et puis on vous dit de donner de l'argent, et où on les met là-bas totalement et on ne les voit plus dehors. De telle manière, cette façon de les voir dehors, ça suscite une certaine colère des populations qui se demandent bel et bien si c'est une bouquille. Parce que, voyez-vous, ils sont en prison, mais ils ne sont pas vraisemblablement, et je sais de quoi je parle. Je vous demande d'aller faire cette expérience et vous allez voir comme moi. Alors, il y a une autre qui parle de cette opération épervier que nous allons convoquer, c'est Région. Région également qui reçoit depuis quelques heures. La réalisation va nous donner cette une, merci. Et opération épervier, donc de nouvelles arrestations. Et après, une très bonne question. Et après donc, s'interroge au journal qui nous fait dire qu'avec les nouvelles interpellations intervenues entre le 15 et le 23 mars 2018, l'opération épervier serait donc rentrée dans sa phase décisive. Mais poursuit le journal, la polémique enfle sur leur opportunité en pleine campagne de sénatoriale du 25 mars dernier. Peut-être que c'était aussi une stratégie d'après Religion. On a attendu un moment aussi des célébrités aussi importantes comme les sénatoriales pour finalement épingler ces gens. C'était une stratégie aussi là, ou c'est un fait du hasard? Ce n'est pas un fait, je doute que ce soit un fait du hasard. Je crois que cela participe à l'agenda politique de celui qui est à la tête du pays. Et je crois aussi que les victimes ne sont pas identifiées comme étant les seuls, ou alors, parce que vous savez, on est toujours dans une logique de partage du gâteau national. Donc tous ceux qui sont ministres au Cameroun sont ministres parce qu'ils viennent de tel département ou de telle région et parce qu'ils ont cette région en poids politique ou non sur le plan national. Maintenant, en faveur naturellement du parti au pouvoir. Et maintenant, ces arrestations, je le disais même, j'ai discuté avec des amis, je leur ai rappelé que ces arrestations participent simplement à la démarche du chef de l'État à apporter, à matérialiser cette déclaration qu'il a eu à faire en nous rappelant que
Les voleurs col blanc vont rendre gauche. vont rendre Je crois que gauche. c'était lors d'un congrès extraordinaire de son parti, Exactement. le Rassemblement démocratique du Exactement. peuple Et ça, camerounais. il y a des années qu'il Il y a de là quelques années quand même. C'était un congrès extraordinaire, le troisième d'ailleurs du genre. Il disait que les voleurs au col blanc vont rendre gauche. Et on les a vus, ces voleurs-là, applaudir à chaud de bras. S'arracher les poignets. S'arracher les poignets. Ils applaudissaient comme si on s'adressait à d'autres autres qu'eux. Franchement, c'est un peu amusant. Alors, Pierre-Claver Kodo, c'est quand même intéressant. Région demande, dit, vous regardez très bien, de nouvelles arrestations et après. C'est quand même une Et interrogation. après, c'est une grosse interrogation. Après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va récupérer le fruit de leur rapine? Est-ce que... Il y a beaucoup, ça suscite énormément. Cette interrogation après suscite beaucoup, effectivement, toute une foule d'interrogations. Mais maintenant, moi, je vais me limiter juste sur une seule, celle de savoir si, après les arrestations et les condamnations, on va finalement ouvrir une nouvelle phase dans la restitution du fruit du vol. Parce que c'est là le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont volé des centaines de milliards. S'ils sont en prison, comme narguait ce jeune homme dans une boîte de nuit. Tout à fait. Qui vous dit que c'est son papa qui est en prison, mais ce n'est pas son argent. Son papa est en prison, mais ce n'est pas son argent. Alors, donc l'argent continue à circuler. Ça suffit que la plus grosse crainte que ces gens ont, c'est de voir également leur argent saisi, leurs biens saisis. Alors, si on parvient, si après les arrestations, on peut saisir leurs biens et leur argent, ce serait déjà ça, ce serait un succès. Il y a un célèbre prisonnier qui se retrouve là-bas, qui avait dit à un régisseur à son temps que moi, étant même ici en prison, je demeure très très puissant. Si vous voulez, je vous montre que j'ai le pouvoir. Et quelques jours plus tard, le régisseur a été jeté à sauter. Vous comprenez donc ces choses. Et d'ailleurs, vous savez comment ça se passe là-bas? C'est des gens qui s'achètent des petites filles. Hein. Quand vous voyez toutes ces filles qui entrent là-bas à la prison centrale de Konegi, elles vont effectivement faire du bon plaisir avec ces prisonniers. Vous appelez même d'ailleurs sont des prisonniers, ne sont pas des prisonniers. C'est des gens qui jouissent d'une très bonne liberté, même si on ne les voit pas tout le temps. Et en plus, ils sont pris en charge par le trésor public. Non, c'est seulement ça. Ils ont décidé de construire eux-mêmes la maison là-bas à Konegi. Ils ont tout. Et puis, vous narguent même. Ils vous disent, ils prennent même les gardiens des prisons comme étant des gardiens des garçons de course. Ça, c'est quand même terrible. Alors, sortons avec de Guardian Post. On aurait bien voulu aller jusqu'au terme des unes que nous avons pour vous. Mais nous avons déjà quasiment fait le tour de l'horloge. Nous allons sortir avec The Guardian Post, qui est un kiosque également ce matin et qui parle. Et c'est d'ailleurs une à polémique. Il faut dire que The Guardian Post, depuis un bon bout de temps, nous sort une vraiment à polémique, anglophone et nordiste, qui devrait être le plus reconnaissant. Je vous pose aussi la question, Pierre-Claver Kodo. Peut-être que The Guardian Post a tournement voulu lancer le débat. Le chef d'État devrait être le plus reconnaissant. Quels sont ceux qui anglophone. Il a d'ailleurs dit qu'en 36 ans, il y a eu deux blocs géopolitiques qui ont été formés et qu'il y a le bloc nordiste et le bloc des anglophones qui maintiennent d'ailleurs le président Paul Biya au pouvoir. Oui, mais je crois que le Guardian Post a les éléments d'analyse pour pouvoir déjà susciter ces débats. Moi, je ne me suis jamais penché dessus. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit, vraiment comme directeur de publication. Alors, pensez-vous maintenant, essayez de commencer donc déjà à y penser parce que là, The Guardian Post voudrait nous faire croire qu'il n'y a que des anglophones et des nordistes qui ont beaucoup rendu des services à M. Biya. Raoul, je suis très très opposé à tout ce qui à toutes ces analyses qui ont une coloration sectaire. Je considère le Cameroun comme tribaliste sectoriel. Tribaliste. C'est pour ça que je n'aime pas me risquer, même à commenter ce genre de une. C'est du tribalisme. C'est simplement du tribalisme. Ça roule très bas au niveau de l'unité nationale. C'est ça que je dis que The Guardian Post nous livre une à deux polémiques tous ces derniers temps. On ne comprend pas pourquoi ce journal. Mais curieusement, il passe toujours entre les mailles du Conseil national de la communication qui pourtant passe tout le temps à nous faire des misères. Oui, à nous faire des misères. Il laisse souvent ce genre de choses. Voilà. Alors qu'il y a quand même des quotidiens qui excitent parfois au tribalisme. Oui, oui. Ça se même fait l'apologie du tribalisme. Ce n'est pas du tout de bon ton que nous, journalistes, nous fassions ce travail. Nous ne sommes pas du tout tribalistes, pas du tout. Et c'est d'ailleurs bien d'avoir calé cette une, ça permet à nos téléspectateurs de voir un peu jusqu'où peut aller la liberté d'expression dans alors, un pays. Pierre-Claver Kodo, nous allons voler 2 minutes à la réalisation rapidement. Prenons un peu de New Time.
de New Time en kiosque pour aller un peu au Rwanda, histoire de changer un peu de ton avec la réalisation. Merci de cette une de New Time. Rwanda, donc, la première dame appelle à l'autonomisation des filles dans les écoles. Selon The New Time, Mme Jeannette Kagame, présidente de la fondation Imbukto, souhaite que les parents, enseignants et autres acteurs de la chaîne éducative déploient des efforts concrets pour éliminer les obstacles qui limitent l'éducation des filles. Pierre-Claver Kolo, c'est quand même... Les premières dames semblent être désormais investies d'une mission auprès de leur mari. Il y en a, elles créent davantage des fondations et s'occupent des couches vulnérables. C'est une autre action qu'il faut louer. Absolument, il faut louer cette action parce que porter l'attention sur l'éducation de la jeune fille, l'éducation de la fille, c'est extrêmement important en Afrique. Vous savez, les filles sont majoritaires. C'est la future mère de l'humanité. Et puis c'est la mère de l'humanité. Il faudrait que, si on concentre, on fait plus de davantage d'attention sur son éducation, c'est sûr que même la société pourra changer parce que c'est elle qui porte l'humanité en son sein. Et il faut donc saluer cette initiative de cette grande dame qui a également épousé un très grand homme. Bien évidemment, nous allons donc sortir de cette émission. Pierre-Claver Kolo, l'horloge a quasiment tourné. Nous avons brûlé nos minutes qui nous sont réservées. Merci d'être venu aujourd'hui pour apporter également votre expertise à ces téléspectateurs qui s'échiffrent déjà par nombre de milliards et qui ont le plaisir de nous recevoir tout le matin. Merci Raoul et surtout merci à nos milliers de téléspectateurs dans le monde et au-delà. Rendez-vous pris à la même heure tous les jours convenus. De toute manière, juste après nous là, vous allez suivre le flash de Michel Zili et ensuite vous continuerez fortement avec le relais d'Afrique car Afrique Média, l'information est en continu.